Bonjour et bienvenue à tous. Grâce à cette magnifique montre, nous sommes à l'heure. Vous vous souvenez sans doute qu'en reprenant cette année notre enquête au long cours sur ce que j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité et la prétention à sa propre centralité, et avant d'aborder plus spécifiquement les rapports de cette Chine avec ses voisins immédiats, l'Inde d'un côté et le Japon de l'autre, il nous a paru important d'examiner de près là où les façons dont cette centralité chinoise, foyer de civilisation, a appréhendé ce qu'elle considérait comme en dehors et même hors de portée de son effet civilisateur, cette zone grise, donc sur ce schéma que nous avons vu la dernière fois, cette zone grise dénommée donc en haut de la diapositive Huawei-Zhidi, c'est-à-dire donc les terres en dehors donc du Hua, c'est-à-dire de l'effet transformateur ou civilisateur donc du Fils du ciel. Alors, vous remarquerez peut-être que, à la demande de certains auditeurs, j'ai ajouté donc les transcriptions des noms de ces peuplades considérées comme non civilisées, donc aux quatre Orients. Donc, vous avez donc les Yi à l'est, c'est-à-dire donc qui correspondent à peu près au Japon. Au sud, les Man, donc l'Asie du Sud-Est. À l'ouest, les Zhong, donc l'Asie centrale. Et au nord, les Ti, qui seraient donc les Russes d'aujourd'hui. Alors, comme à propos des Grecs, on a beaucoup dit et répété que la centralité Han a considéré les autres purement et simplement comme des barbares. Et c'est donc pourquoi ce mot de barbare a été adopté sans trop de réflexion et de manière un petit peu routinière. On a cité tous les textes dont nous avons vu certains la dernière fois, comme le Zhangguoce, c'est-à-dire donc les registres des pays ou des royaumes combattants, ou le Guoyu, donc les propos des pays. Donc tous ces textes ou ces autres sont comparés à des qianshou, c'est-à-dire donc des oiseaux et des bêtes sauvages. Ce que Yuri Pines, que je citais la dernière fois, appelle le beast sémélé, c'est-à-dire donc la métaphore de la bête sauvage. Alors, comme je l'ai souligné, comme vous le voyez donc sur la diapositive, j'ai surligné ces expressions en rouge. Donc, ici, vous avez donc cette formule récurrente du ruo qianshou. Également ici, ruo qianshou. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a l'ajout de ruo qui veut dire donc comme ou comme si. Et donc, tout est effectivement dans ce ruo, c'est-à-dire ce sont des gens qui se comportent comme des bêtes sauvages. On ne dit pas que ce sont des bêtes sauvages, mais ils se comportent comme tels. Alors, en effet, nulle part il n'est dit que ces sauvages ne sont pas des êtres humains ou même qui sont d'une espèce inférieure. Les textes insistent plutôt sur le fait qu'ils c'est-à-dire donc qu'ils ne
connaissent pas les rites. Et en conséquence, on a vu la dernière fois que ne pas connaître les rites, ça se traduit dans le comportement par le fait de se jeter sur les choses, hein, c'est-à-dire de ne pas se freiner, de ne pas ralentir ses gestes, mais au contraire, donc, ce sont des gens à qui on reproche de foncer tête baissée et de se jeter sur la nourriture. Le texte ici aussi dit qu'ils ne savent même pas attendre, hein, ni s'effacer pour céder la place. Autrement dit, ce sont des gens qui foncent, enfin qui suivent aveuglément leurs impulsions. Alors, en d'autres termes, à propos de ce que Euripines appelle donc le Sino-Barbarian Dichotomy, c'est-à-dire la dichotomie chinois barbare, est-ce qu'il faut parler donc de racisme ou plutôt de culturalisme? Et c'est la question que un certain nombre d'entre vous est devenu me poser et discuter donc à la fin du cours la semaine dernière. Donc ça, c'est la grande question. Autrement dit, le rapport entre donc les Zhongguo, donc les centraux, et les ex-centrés, ceux qui sont en dehors donc de la zone centrale, ou bien en termes chinois, la distinction entre Hua, donc Hua ou Huaxia d'un côté et Yi ou Yidi de l'autre, est-ce qu'elle est d'ordre ontologique, c'est-à-dire est-ce que nous avons affaire à des espèces ou des races différentes, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une distinction simplement d'ordre culturel? Est-ce qu'il s'agit seulement au fond, de différences de comportement, de mœurs, d'us et coutumes? Ça, c'est donc vraiment la question centrale. Donc, si la distinction est d'ordre culturel, comme semble le dire la plupart des textes, du moins ceux d'inspiration confucéenne, on en déduit que les Yi, ces ex-centrés, ont la possibilité et même la capacité de devenir civilisés, ou du moins de se laisser civiliser. Alors, les maîtres confucéens qui ont laissé des traces textuelles semblent être plutôt nuancés sur cette distinction entre civilisés et non civilisés. Vous avez par exemple en haut de la diapositive cette phrase des entretiens de Confucius, en chinois le Luanyu, donc au livre 3, chapitre 5. Cette phrase donc, qui a été très violemment controversée. Alors, cette phrase dit donc Ziyue Yi di zhi you jun, bu ru zhu xia zhi wang ye. Donc, le maître dit, les Yidi, c'est-à-dire donc ces non-civilisés à la périphérie, qui ont des jun, c'est-à-dire des princes ou des souverains, des chefs, Puru, donc ne sont pas comme les Zhuxia, c'est-à-dire donc les pays centraux, qui n'en ont plus. Alors, là aussi, tout se joue dans le sens qu'on donne à Puru. Donc, les premiers commentateurs donc, de cette phrase ont compris dans un sens plutôt favorable justement à la thèse culturaliste, c'est-à-dire donc que les Yidi qui ont des princes justement ne sont pas comme les pays centraux qui n'en ont plus, c'est-à-dire implicitement, au fond, ils valent mieux en ayant justement eux des princes
que les pays centraux qui n'en ont plus. Et c'est donc l'interprétation que j'ai suivie dans ma propre traduction donc, des entretiens. Mais il est intéressant de noter que à partir donc, du 7e siècle, hein, donc nous sommes au tout début de la période Tang, hein, les commentateurs changent complètement d'interprétation, hein, et du coup, cette seconde interprétation est celle qu'on a retenue par la suite et qui est encore retenue dans les traductions et interprétations modernes, hein, et qui est, elle, plus favorable justement aux pays centraux. Et donc cette autre interprétation dit ceci, donc les Yidi, même s'ils ont des princes, hein, ne valent pas les Huaxia, donc les pays centraux, qui n'en ont plus. C'est-à-dire que les pays centraux, même sans prince, sont toujours supérieurs donc, aux Yidi, qui, eux, ont des princes. Alors, donc, évidemment, là, vous voyez à quoi, justement, tient donc une très grande différence d'interprétation. Toujours est-il que, pour en revenir à la phrase sur laquelle nous terminions la dernière fois, donc, à en croire le Mencius, en chinois donc maître Mengzi, Mencius qui est donc considéré comme un des héritiers donc majeurs de l'enseignement confucéen au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Selon lui, donc la différence entre humains et animaux, donc entre l'humain et la brute, est extrêmement ténue. Elle ne tient véritablement qu'à un fil qu'il s'agit de préserver, faute de quoi l'humain a vite fait de retomber dans la brutalité. Je vous rappelle cette phrase, Meng Ziyue, donc maître Meng dit, Ren zhi suoyi yi yu qin, yi yu qin, yu shou zhe, ji xi, shu min qu zhi, jun zi cun zhi. Donc, ce qui fait la différence entre Ren, l'humain, et l'oiseau et la bête sauvage est extrêmement, c'est un fil extrêmement fin, la différence est extrêmement ténue. Les communs du peuple, les gens ordinaires, ont vite fait donc de le perdre de vue, ce fil ténu, alors que l'homme de bien, c'est celui qui parvient à le préserver, donc à préserver cette ténue différence entre l'humain et l'animal. Et je voudrais ensuite revenir aussi sur un texte que j'ai eu l'occasion de citer ici même récemment lors du colloque de rentrée sur la question des natures au pluriel. Mais il me paraît que ce texte est important justement pour notre propos ici. Alors nous n'allons pas le lire, je vous lis simplement la traduction. Ce texte apparaît donc également dans le Mencius, au livre 6, première partie du livre 6, section 8, où on vous dit, donc Meng Ziyue, donc maître Meng dit, les arbres du Niushan, du mont du bœuf, étaient très beaux par le passé. Mais étant à proximité de la capitale d'un grand pays, on les a coupés à la hache. Comment donc pourrait-il
conserver, donc comment est-ce que cette montagne pourrait conserver sa beauté. Donc là, justement, lors du colloque de rentrée, je signalais au passage que nous avons ici la preuve que le phénomène du déboisement, qui provoque tant de problèmes dans la Chine du Nord, en particulier actuellement, a commencé très tôt. Donc nous sommes au IVe siècle avant l'ère chrétienne, donc vous voyez un peu ce que ça peut donner à peu près 25 siècles plus tard. Du fait du repos que ces arbres prennent durant le jour et la nuit, et de l'humidité que leur apporte pluie et rosée, ils leur repoussent bien quelques surgeons. Mais alors arrivent les bœufs et les moutons pour les brouter, ces surgeons. Voilà pourquoi la montagne se retrouve dans un tel dénuement. En la voyant ainsi dénudée, on croit qu'elle n'a jamais eu de bois, mais comment cela pourrait-il être sa nature de montagne ? En effet, quand vous voyez les peintures chinoises, en fait, on n'imagine pas donc une montagne qui n'est pas de forêt ou d'arbres par-dessus. Quant à ce qu'on trouve en l'homme, donc là nous avons une sorte de parallèle entre les arbres, la nature et l'homme. Comment pourrait-il n'y avoir aucun esprit d'humanité et de juste? Donc ici vous avez ces termes clés de l'enseignement confucéen, donc Zhen, le sens de l'humain, et Yi, le sens du juste, qui pour Mencius donc font partie justement du fond humain. Nous venons au monde avec ça. Bon. Ce qui fait que l'homme abandonne son esprit foncièrement bon est ce que la hache fait aux arbres. Si la hache en coupe jour après jour, comment pourrait-il garder leur beauté ? Du fait du repos qu'un homme prend durant le jour et la nuit, et de l'énergie, donc le qi, le souffle vital, donc de l'énergie que lui procure le petit matin, ses attirances et aversions sont peu ou prou celles d'un être humain. Mais ensuite, ce qu'il fait pendant la journée l'amène à perdre le bénéfice acquis pendant le repos. D'ailleurs, j'indique entre parenthèses, et c'est pour ça que justement toutes les pratiques sur le qi, sur l'énergie vitale, ce qu'on appelle le qigong, se pratiquent le matin au lever. C'est pas très conseillé d'en faire le soir. Bon, je referme la parenthèse. Donc le texte continue. À force de déperdition, son énergie, son qi accumulé pendant la nuit ne suffit plus pour subsister. Et quand cette énergie est tarie, notre homme n'est plus très loin d'une bête sauvage. Autrement dit, le matin au réveil, vous avez refait le plein d'énergie, vous êtes encore un être humain, et le soir, vous vous retrouvez proche de l'état de bête sauvage, quand vous avez perdu totalement votre bonne énergie pendant la journée. Donc, en voyant en lui une bête sauvage, on croit que cet homme n'a jamais eu de potentialité pour la bonté. Mais est-ce là sa pente naturelle d'être humain? Ainsi, pour peu qu'il trouve de quoi se nourrir, tout être se développe, sous-entendu harmonieusement, mais qu'il perde cette nourriture et il est condamné à dépérir. Autrement dit, donc pour Mencius, en fait, le fait que force est de constater autour de nous et en nous que nous ne sommes pas toujours des êtres humains très bons,
c'est que c'est simplement une question de déperdition justement de cette bonne énergie. Et le passage se termine sur une citation donc de Kronz, de Maître Krong, Confucius. Tiens-le ferme et il restera, laisse-le aller et il se perdra. Il n'y a pas d'heure à ses allées et venues, nul ne sait où il réside. Et Mencius conclut en commentaire, n'est-ce pas de l'esprit humain qu'il s'agit? Donc, au fond, le grand effort justement de l'éthique confucéenne, c'est de préserver justement cette énergie vitale bonne, et de savoir la cultiver exactement comme un jardinier cultive son jardin. Et permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse pour rendre de nouveau hommage à Françoise Héritier, comme vous savez, décédée dernièrement. Dans l'une des dernières interviews qu'elle a accordées, en l'occurrence au journal Le Monde, datée du 5 novembre, on lui posait évidemment la question, c'est une question d'actualité, vous incriminez l'indulgence de la société à l'égard des soi-disant pulsions masculines. Évidemment, là c'est une question d'actualité, rendue d'actualité par l'affaire Weinstein, bien sûr. Et Françoise Héritier répond, bien entendu, nous sommes des êtres de raison et de contrôle, pas seulement de pulsions et de passions. Si j'ai une pulsion mortifère à votre égard, je ne vais pas vous sauter dessus pour vous égorger. La vie en société impose des règles, mais on a si longtemps accepté l'idée que le corps des femmes appartenait aux hommes et que leur désir exigeait un assouvissement immédiat, on justifiait ainsi le port du voile, l'enfermement des femmes, voire le viol. Seule la femme serait responsable du désir qu'elle suscite. Mais enfin, c'est insensé, je crois l'entendre, Françoise Héritier. C'est se reconnaître inhumain que d'affirmer qu'on nourrit des pulsions incontrôlables et qu'on ne nous parle pas de désir bestial. Les bêtes ne violent pas leurs partenaires, sauf les canards, je crois, et jamais ne les tuent. Là, ça, c'est ce que je préfère dans cette interview, c'est le sauf les canards, je crois. Donc ça, je n'ai pas vérifié, mais... Bien, alors revenons donc à nos moutons confucéens, si j'ose dire. Donc vous l'avez compris, les confucéens conçoivent donc les non-civilisés comme des êtres qui ne connaissent pas les rites, c'est-à-dire qui ne savent pas justement contrôler leur chi, leur énergie. Et vous avez d'autre part des critiques des confucéens, parce que dans la Chine pré-impériale notamment, les débats vont bon train, et encore une fois je m'insurge contre cette idée préconçue que le débat n'existe pas en Chine. Ça c'est une idée qu'on a longtemps entretenue pour mieux opposer la Chine à la Grèce, n'est-ce pas? Donc les critiques des confucéens critiquent en premier lieu justement le ritualisme confucéen. Et au premier rang de ces critiques, vous avez ceux qu'on a appelés les moïstes, c'est-à-dire donc les adeptes de maître Mo, Mozi. Alors Mozi, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui aurait adhéré donc à l'enseignement confucéen, mais qui, un petit peu à la manière de Salieri vis-à-vis de Mozart, a été aussi en fait son premier critique. Donc les moïstes expliquent pour leur part la soi-disant sauvagerie par un relativisme culturel aux résonances, comme nous allons le voir, parfois très modernes.
puisque pour les mohistes, cette différence entre civilisé et non civilisé, c'est surtout une question de conditions de vie et de différence de coutumes. Donc, n'ayez pas peur, vous avez une belle tartine là de chinois, donc un long passage tiré du chapitre Jiezhang, Xia, c'est-à-dire la dernière partie donc, de ce chapitre, Jiezhang qui veut dire donc de la mesure, du sens de la mesure dans les funérailles. Ici, donc, dans ce chapitre, se concentre donc une grosse partie justement de la critique moïste vis-à-vis du ritualisme confucéen, puisque le ritualisme confucéen, on y a assez insisté lors des cours précédents, tourne essentiellement autour justement du culte des ancêtres et des rites funéraires. Donc ici, les moïstes attaquent bille en tête justement ce ritualisme confucéen et notamment donc ce qu'ils considèrent comme des rites funéraires beaucoup trop élaborés et par conséquent dispendieux. Alors, la première phrase, justement, vous indique de quoi il s'agit. Donc, Jinzhi Houzang Jiusangzhe Yan Yue. Donc, ceux qui prônent des funérailles dispendieuses et un deuil prolongé ont ceci à dire. Donc là, ceux qui sont visés, ce sont très nettement donc les confucéens, donc qui préconisent donc des funérailles extrêmement élaborées avec des doubles sarcophages, etc., etc. Donc vraiment des funérailles qui peuvent coûter très cher et un deuil prolongé. Donc on a vu que pour les parents, c'est un deuil qui doit durer 3 ans. Alors, 3 ans pendant lesquels, évidemment, on est un petit peu, comment dire, hors circuit, hors service, etc. Et par conséquent, on ne participe pas véritablement à la vie active. Et tout ça, c'est un motif de critique chez les moïstes. Alors, ces confucéens, comment, donc, selon les moïstes, comment justifient-ils ces Houzang Jiusang, donc ces funérailles dispendieuses et ce deuil prolongé, Guo Fei 圣王之道，夫胡说中国之君子，为而不以操而不责哉。Donc, ces funérailles et ce deuil prolongé, si l'on suppose que ce n'était pas donc la voie des sages rois, comment expliquer que les hommes de bien, les junzi des pays centraux, des Zhongguo, les pratiquent sans discontinuer et les maintiennent sans discriminer. Et la réponse de Mozi est la suivante, Mozi yue, 此所谓辨其习而易其素者也. Donc, c'est ce qui s'appelle trouver commode l'habitude et trouver juste la coutume. Ensuite, vous avez 3 exemples qui sont pris donc chez des peuplades considérées comme excentrées, non civilisées. Donc, vous avez 3 exemples qui sont pris à l'est, au sud et à l'ouest. Donc là, le nord n'est pas mentionné. Donc là, je ne rentre pas dans le détail du texte, je résume en traduction. Donc, à l'est de Yue, vous avez un pays où la coutume veut que le premier-né soit découpé en morceaux et mangé, afin, dit-on, de favoriser les fils à naître. Donc le premier, on le sacrifie. Et quand le grand-père meurt, la grand-mère est emportée dans un endroit et abandonnée, au motif qu'on ne vit pas avec l'épouse d'un fantôme, de quelqu'un qui est défunt.
Alors, moi qui suis très cinéphile, je ne peux pas m'empêcher de penser donc à ce très beau film japonais, donc la balade de Narayama, hein, où vous voyez ici donc le fils emporter sa vieille mère donc sur une montagne pour l'abandonner là. Et j'en profite aussi pour vous annoncer la sortie prochaine en salle d'un film chinois que j'ai eu la chance de pouvoir visionner donc en avant-première, qui sortira, je crois, juste à la veille de Noël, le 20 décembre, et qui s'appelle en français donc Le rire de Madame Lin, d'un jeune réalisateur chinois appelé Zhang Tao, qui me paraît quelqu'un de tout à fait prometteur, et où il est question justement d'un sujet tout à fait brûlant en Chine, de savoir quoi faire des vieux. Parce que traditionnellement, donc, les parents âgés restent dans la famille et continuent donc à s'occuper des petits-enfants, comme vous le voyez sur l'affiche. Sauf que maintenant, nous sommes donc dans la Chine du XXIe siècle, en pleine montée en puissance, en pleine prospérité économique, et avec les résultats donc d'une politique de l'enfant unique qui a duré plusieurs décennies. Et par conséquent, maintenant, les vieux, tout le monde a envie de s'en débarrasser. Donc, cette Madame Lin a 3 enfants qui veulent la placer donc dans une espèce oui, une maison de retraite, une espèce de mouroir au fond. Bon. Donc, un petit peu le même schéma mutatis mutandis que la balade de Narayama, n'est-ce pas? Et j'attire votre attention sur donc le titre en chinois, hein, qui est Xi Sang, c'est-à-dire c'est une sorte d'oxymore ou de contradiction dans les termes, c'est-à-dire Sang, vous retrouvez donc le mot qui désigne les funérailles, donc enfin le deuil, et Xi veut dire la joie ou l'allégresse. Hein. Donc nous sommes en fait dans une situation donc déjà de pré-deuil, mais dans le rire. Alors je ne vous raconte pas le film, je vous laisse aller le voir, mais cette Madame Lin justement se signale justement par un rire tout à fait paradoxal. Bien. Alors, je reviens donc à mon texte. Donc, vous avez ces mœurs des sauvages de l'Est, hein, donc des mœurs au fond cannibales, et en plus où le comble du manque de piété filiale pour les Confucéens, c'est de se débarrasser donc des parents. Hein. Ensuite, vous avez un exemple qui est pris au sud de Chu. Il y a un pays où, quand un parent meurt, on laisse pourrir la chair, qui est ensuite jetée au rebut, et on enterre les os en signe de piété filiale. Là aussi, bien sûr, c'est plutôt choquant, mais c'est fait exprès. Et enfin, le troisième exemple se situe donc à l'ouest de Qin. Donc Qin, c'est ce pays qui se situe donc autour de l'actuelle ville de Xi'an, donc, mais qui représentait avant l'établissement justement du Premier Empire par Qin. Comme l'extrême ouest enfin, de l'espace civilisé chinois, hein. Donc encore à l'ouest de Qin, il y a un pays où, quand un parent meurt, on ramasse du bois pour faire un grand feu sur lequel on brûle le corps, et lorsque la fumée s'élève, on appelle cela l'ascension dans les nuées, et c'est considéré comme le summum de la piété filiale. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la crémation des morts
sur des bûchers est une pratique encore courante, notamment en Inde. L'Inde qui se trouve justement à l'ouest de Qin. Bien. Alors, vous avez dans ce texte une formule récurrente. Ça, c'est quelque chose qu'affectionne le style du Mozi, donc au risque de paraître un petit peu répétitif. Cette formule récurrente, vous l'avez une première fois ici et une deuxième fois ici. Donc, 此上以为正，下以为素，为而不以，操而不责，则此其实仁义之道哉？此所谓辨其习而易其素者也。Donc les shang, c'est-à-dire donc ceux qui sont en haut, les supérieurs, autrement dit les gouvernants, considèrent cela, donc c'est ce que nous venons de décrire, cela comme un mode de gouvernement, et les xia, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, les inférieurs ou les gouvernés, considèrent cela comme de la coutume. Donc tout le monde le pratique sans discontinuer et le maintient sans discriminer. Mais est-ce bien là le renyi zhi dao, c'est-à-dire la voie de l'humain et du juste, autrement dit la voie confucéenne? Et c'est seulement ce qui s'appelle trouver commode l'habitude et trouver juste la coutume. Donc c'est la phrase initiale de Maître Mo. Ensuite, vous avez une considération tout à fait significative. Donc, 若以此若三国者观之，则义有博矣. Donc, si l'on considère ces coutumes funéraires du point de vue, vous avez ce quan, donc du point de vue de ces trois contrées excentrées, elles sont par trop bo, c'est-à-dire frustes, littéralement minces. Autrement dit, ce sont des funérailles vraiment trop frustes. 若以中国者君子观之，则亦有后矣. Mais si on les considère du point de vue des hommes de bien des pays centraux, elles sont par trop élaborées. Donc là, vous avez ici cette prise en compte du point de vue qui me paraît intéressante et qui montre que ici, les moïstes ont un sens justement du relativisme culturel. 如彼则大厚，如此则大薄，然则葬埋之有节矣. Donc ces coutumes-là sont trop élaborées, ces coutumes-ci sont trop frustes. Or, il y a une juste mesure dans les règles d'inhumation. Donc, vous avez la distinction entre ceux-ci qui en font trop et ceux-là qui en font pas assez. Donc, vous avez ici l'idée que, au fond, la vérité n'est ni d'un côté ni de l'autre, elle est quelque part au milieu. Et donc, le texte se termine sur des préconisations extrêmement précises que donne Mozi concernant la juste épaisseur du cercueil et la juste profondeur de la fosse, qui sont calculées en fonction donc d'exigences matérielles, parce qu'il dit si il faut que le cercueil, excusez-moi de ces propos de croque-mort jeudi matin, c'est pas juste avant le déjeuner, mais donc il faut que le cercueil soit assez épais pour qu'il n'y ait pas d'odeur qui se dégage, et que la fosse soit assez profonde justement pour que l'inhumation se fasse dans des bonnes conditions. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que justement cette bonne mesure dans les règles funéraires n'est pas dictée par des exigences rituelles, mais par des exigences d'ordre matériel. Et vous avez un autre passage, et j'en aurai terminé
sur cette question du moïsme avec ce passage qui est tiré, lui, d'un autre chapitre qui s'intitule Luo Wen, c'est-à-dire donc les questions de Luo, Luo étant le pays natif de Confucius, le pays natal de Confucius. Donc ce passage est encore plus explicite dans sa critique relativiste. Alors, on nous dit ceci, donc, Lu Yang Wenjun yu zi mo zi yue. Donc, Yang Wen, seigneur de Lu, dit à maître Mo, Chu zhi nan, you dan ren zhi guo zhe qiao, au sud de Chu. Donc là, nous sommes de nouveau dans cette zone excentrée. Il y a un pays de mangeurs d'hommes. Alors, il semble ici, donc, enfin, je continue. Donc, qi guo zhe zhang zi sheng, ze xian er shi zhi, wei zhi yi di. Donc, dans ce pays, lorsque naît le fils aîné, il le mange tout jeune et appelle cela la façon juste d'honorer le cadet. Donc, il semble qu'il y ait ici une sorte de panachage de ce que le chapitre que nous avons lu précédemment, donc sur la juste mesure dans les funérailles, disait du pays à l'est de Yue. Ici, c'est situé donc au sud du pays de Chu. Et vous avez donc ce caractère ici. Ici. Donc, vous aviez donc au sud du pays de Chu, dans le chapitre précédent, ce pays qui s'appelait Yen, hein, mais ici vous avez l'ajout du radical de la bouche, hein, et du coup ça devient le verbe manger. Hein, donc, il s'agirait d'un pays de mangeurs d'hommes, hein, de cannibales. Ensuite, donc le texte continue, donc Mei 则以为其君，君喜，则赏其父，岂不恶速哉 Donc, si la chair est bonne, si la chair du bébé est succulente, ils en font offrande à leur prince, et si le prince est content, il récompense le père. N'est-ce pas là une coutume horrible ? Ça, c'est la question donc de ce seigneur de l'eau. Réponse de maître Mo Zi Yue. Sui Zhongguo zhi su, yi you shi ye. Donc, même si on prend les coutumes des pays centraux, on en trouve aussi de semblables à celle-ci, à celle de ces cannibales. Sha qi fu, shang qi zi. Mettre, parce que chez nous, dans les pays centraux, on met à mort le père et on récompense le fils. En quoi est-ce différent du fait de manger le fils et récompenser le père? Pour peu que l'on fasse abstraction donc du sens de l'humain et du juste, en quoi peut-on condamner ces yiren, ces sauvages, au motif qu'ils mangent leur enfant? Alors, je ne sais pas si tout ça ne vous rappelle pas furieusement quelque chose, mais que bien sûr, les cannibales de Montaigne, je crois que nous sommes tous passés par là, hein, ce fameux chapitre des cannibales, qui fait partie des essais de Montaigne, dont je rappelle les dates, 1533-1592. Donc nous sommes au XVIe siècle. Je rappelle que le Collège de France a été fondé en 1530. Le XVIe siècle est censé être le siècle de la Renaissance, et pourtant. Alors, vous avez ici
une illustration que vous trouvez à la bibliothèque de Rouen et qui représente l'entrée du roi Henri II en la bonne ville de Rouen le 1er octobre 1550. Donc, je ne sais pas si vous y voyez assez clair, mais donc vous avez comment dire, l'arrivée justement en grande pompe de la suite du roi, et vous avez donc ces gens ici que vous voyez tout nus ici là. Alors, c'est que pour justement cette visite royale, les autorités de la ville de Rouen avaient eu la bonne idée de lui offrir un spectacle exotique, donc celle de ces Indiens, Amérindiens du Brésil, qui étaient donc censés avoir l'air très nus, très sauvages et très bons pour la danse. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que 12 ans plus tard, en 1562, donc le successeur de Henri II, Charles IX, revient donc dans cette même ville de Rouen. Et c'est donc à cette occasion que Charles IX se serait également donc fait montrer ces indigènes, et ce serait également à cette occasion que Montaigne aurait eu l'occasion de rencontrer certains de ces Indiens du Brésil et d'échanger avec eux à travers un interprète. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est qu'entre-temps, la ville de Rouen a été le théâtre de l'une des batailles majeures de la Première Guerre civile entre catholiques et protestants. Donc là, je vous passe le détail. Juste avant la visite royale, donc, la ville avait été occupée donc, par les protestants et ensuite reprise par les catholiques, menée par Antoine de Bourbon, qui se trouve être le père du futur Henri IV. Et Antoine de Bourbon donc, a laissé la vie donc, dans la bataille. Donc, Rouen est finalement reprise par les catholiques, et c'est donc après justement la levée du siège que le jeune roi Charles IX, qui est alors âgé de 12 ans, entre en triomphe dans la ville. Et comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que Michel de Montaigne donc, aurait rencontré donc, ces Indiens du Brésil. Et c'est justement cette concomitance entre, d'une part, la découverte du Nouveau Monde et de ces sauvages venus du Nouveau Monde, d'une part, et de l'autre, donc les guerres de religion qui font rage au même moment. C'est cette concomitance qui a poussé donc Montaigne à écrire ce chapitre sur les cannibales dans ses essais. Et donc, je ne résiste pas au plaisir de relire donc certains passages de ce chapitre. Ça va nous changer du chinois. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, c'est-à-dire l'organisation politique, parfait et accompli usage de toutes choses,
Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela, sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abattardis en ceci et les avons seulement accommodés au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l'envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là sans culture. Ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé. Si est-ce que, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Et là, petite citation donc, des élégies de Properce en latin, donc Properce, poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc et veniunt ederae sponte sua melius surgit et in solis formosior arbutus antris et volucres nulla dulcius arte canunt. Le lierre pousse mieux spontanément, l'arbousier grandit plus beau dans les grottes désertes, et les oiseaux sans aucun art ont un chant plus mélodieux. Ça, c'est pas Montaigne qui traduit, parce qu'à son époque, on était censé comprendre le latin. Alors, dans un autre passage du chapitre, vous avez donc toujours des considérations sur ces soi-disant sauvages. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant en la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois, appointées par un bout, à la mode des langues de nos épieux. Ces choses émerveillables que de la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de route, c'est-à-dire de déroute et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants, il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun, et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes, c'est pour représenter une extrême vengeance, et qu'il soit ainsi, ayant aperçu que les Portugais qui s'étaient ralliés à leurs adversaires usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusque à la ceinture et tirer au demeurant du corps force coups de trait et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance et qu'elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre cette-ci. Je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action. Mais oui, bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. À déchirer par tourment et par géhenne un corps encore plein de sentiments, ça c'est une allusion aux tortures encore en pratique en France bien jusqu'au XVIIIe siècle, voire l'affaire Calas de Voltaire. Donc, le déchirer, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons
non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisait sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Donc là, nous avons évidemment une allusion plus que limpide aux guerres de religion qui faisaient rage en France au moment où Montaigne écrivait, et qui ont connu, donc, comme vous le savez très bien, un paroxysme de violence dans la nuit de la Saint-Barthélemy, donc en août 1572, donc 10 ans après donc, la visite de Charles IX en la bonne ville de Rouen. Et donc, au moment même où ces Indiens sont exhibés en spectacle pour le divertissement du roi de France et où font rage les guerres de religion en France, se tient donc une controverse qui demeura fameuse sous le nom de controverse de Valladolid. Donc, je n'ai pas le temps de revenir trop dans le détail, nous y reviendrons peut-être la prochaine fois, mais peut-être entre-temps, pourriez-vous, et là j'en finis avec mes allusions cinématographiques, vous procurer donc ce film qui a été fait sur un scénario donc, de Jean-Claude Carrière sur cette controverse, parce que je pense qu'elle est tout à fait importante dans la discussion qui est la nôtre. Je pense que ça ouvre une perspective comparatiste tout à fait intéressante. Donc, je vous laisse donc sur cette controverse très européenne et en même temps, je pense encore tout à fait d'actualité, y compris pour nous qui nous occupons de la Chine ancienne. Donc, merci, bon cinéma et à la prochaine fois. Merci.